Ne tenez pas trop compte, sécurité des réseaux industriels, IoT. Dans le milieu professionnel, tout est assez mélangé. IoT, on va mélanger la robotique, on va mélanger les objets qui vont aider l'humain. Là, par exemple, avant-hier, on a pu voir un exosquelette en démo à l'aéroport de Luxembourg. Voilà, donc des choses comme ça. Donc tout se recoupe, tout se mélange. Ça s'appelle un joyeux sac de nœuds, mais ça avance. Le problème que nous, on rencontre d'un point de vue professionnel, c'est la sécurité de tout ça. La sécurité, pourquoi? Parce que la sécurité n'est pas native, n'est pas prise en compte dès le début dans les projets, qu'ils soient IoT, robotique, industriel, quel que soit le nom, quel que soit le domaine qu'on peut lui donner. La sécurité, c'est pour plus tard. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire pourquoi sur un projet d'IoT, je vais mettre de la sécurité? Il y a généralement trois entrées qui sont possibles. Alors le premier, c'est pour l'argent. Le deuxième, c'est pour les bénéfices qu'on peut faire avoir mis de la sécurité. Et le troisième, c'est parce que ça se vend mieux et qu'on va gagner plus d'argent. Donc il y a toujours quelque chose en commun, quel que soit le cas, mais c'est jamais pour la beauté du geste ou pour faire quelque chose de propre. Je n'ai aucune idée, non, ça va pas, il veut pas. On va le faire à l'ancienne. Donc pourquoi sécuriser les réseaux industriels? Tout simplement parce que les réseaux industriels ont... Ça marche. On avance, on recule et on part. Ah, d'accord. Je vais pas expliquer l'usage. Tout simplement parce que dorénavant, on assiste à la même chose qu'on a pu assister fin des années 2000 avec les gens qui nous disaient Mac, c'est super sécurisé. Toi sous Windows, tu as plein de virus, moi sous Mac, j'ai rien. Tout simplement parce que à l'époque, tout simplement parce qu'à l'époque, on avait 98% du marché qui était PC, 2% qui était Mac. Quand on a commencé à avoir 20% de Mac, c'est quand même vachement plus intéressant de commencer à reverser l'operating system et d'essayer de trouver des vulnérabilités pour y mettre des virus, des cryptolockers, peu importe, et ainsi gagner de l'argent en vendant de la menace. Ou en protégeant les gens. Ça aussi, c'est pas marché. Le réseau industriel, c'est pareil. Maintenant, on commence à avoir fait le tour des réseaux, de la sécurisation des réseaux, on va dire standards. On va commencer à attaquer petit à petit les réseaux industriels. C'est vrai que c'est assez jouissif de pouvoir se dire qu'on a mis à plat une usine ou qu'on a chiffré tous les robots de la ligne de production et de demander une rançon. C'est assez sympa. Vous avez une idée de la puissance de calcul qu'il faut pour planter une ligne de fabrication. Je donne par exemple une ligne automobile. Est-ce que vous pensez qu'il faut beaucoup de puissance de calcul? Est-ce que quelqu'un pense qu'on peut planter avec ça? Donc juste avec ça, là c'est pour ça que je suis un peu à la bourre, j'avais une restitution. Juste avec ça, on a mis à terre, mais vraiment les deux genoux à terre et la tête dans la fange, toute une ligne de production. Pourquoi? Deux cas. Le premier, les lignes de fabrication sont constituées d'automates et d'objets connectés. Ces automates et ces objets connectés ne sont pas faits pour faire ce qu'on appelle du RJ45, non pour faire du web, pour faire du net, pour faire de la belle communication IP. Donc, pour éviter de racheter des automates, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des automates qui géraient des protocoles un peu anciens, et on a juste mis un petit module derrière. C'est bien, il y a la prise, ça doit marcher. En effet, ça marche. Le problème, c'est que votre ordinateur, quand on fait ce qu'on appelle un scan dessus, il s'en moque. Ça lui prend 0,3% de ressources. Quand nous, en tant qu'attaquants, on y va. Votre robot, il a à peu près 1/1000 de puissance d'absorption de ce genre de choses. Donc si vous faites le ratio, votre robot, votre automate, il n'apprécie pas du tout. Donc vous avez trois cas, soit il va planter, soit il va avoir une attitude complètement hasardeuse,
ce qui peut être très dangereux quand c'est un gros bras robotique qui a une très grosse force, parce qu'il est censé porter des portières métalliques, et qui commence à faire des gros mouvements comme ça, alors que vous avez l'opérateur derrière qui est tranquillement en train de penser à ce qu'il va manger le soir. Et autrement, vous pouvez tout simplement avoir un shutdown sur l'application. Donc ça, c'est l'évolution de la menace. L'évolution de la menace se tourne vers les objets connectés, vers les réseaux industriels. Bon, bien évidemment, on a des trucs un peu rigolos dans les réseaux industriels, donc le nucléaire, le gaz, le pétrole, l'armement, bon, l'automobile. À ça aussi, il faut rajouter la gestion de l'eau, tout ça. Faut pas tomber dans l'anxiogénité. Dans l'eau. Faut pas devenir anxieux. Non, Parano. C'est parano. bon, non, parano, il faut l'être. Il faut l'être. Comme ça, vous faites de la sécurité, ça coûte pas cher et la paranoïa, c'est toujours bien, un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser les automates, les objets connectés, l'industrie en général? Vous avez 4 types on va dire, d'accompagnement, de tests à faire. L'intrusion physique, on va le voir plus tard, c'est quelque chose de très drôle et qui marche à tous les coups. Donc ça marche à tous les coups dans l'industriel, mais déjà ça marche à tous les coups partout. Donc s'introduire quelque part, que ce soit un hôpital, un centre de recherche, une centrale nucléaire, c'est juste le délai qui va être plus long. Une intrusion physique, vous pouvez mentir sur votre CV, vous faire embaucher comme femme de ménage. Je suis désolé, femme de ménage, c'est le terme, mais bon. Personne pour le nettoyage. Que vous soyez femme, homme, ça passe à tous les coups. Les CV sont jamais vérifiés. On ne se méfie jamais de la personne qui fait le ménage. Et vous n'avez pas idée de ce qu'on peut avoir comme information. Des documents qui sont jetés à la poubelle, des PC qui ne sont pas loqués parce que faut aller chercher des enfants à l'école. Vous pouvez avoir des clés USB qui vont traîner, des schémas réseau, de tout. Vraiment de tout et n'importe quoi. De l'audit technique et de l'audit organisationnel. C'est sur celle-là que je vais me pencher un petit peu, car c'est... D'accord ? Non mais quand il veut pas, il veut pas. Hein. Car c'est celle-là qui est généralement celle qui est toujours la plus sacrifiée. Bon, on va vraiment le faire à l'ancienne. Donc, l'audit organisationnel. Dans les réseaux standards, on a ce qu'on appelle une PSSI, donc une politique de sécurité. C'est elle qui va définir la stratégie pour sécuriser votre réseau informatique. Comme je vous ai dit, le réseau industriel, le réseau des IoT, la robotique, vont former des réseaux qui sont extrêmement... trop loin. Non, dans le mauvais sens. Qui sont justement très proches des réseaux standards qu'on a maintenant dans les entreprises. Donc, il est important d'avoir une politique de sécurité sur les réseaux. Surtout pas toucher celui-là. Ne touche pas celui-là. D'accord. C'est mal. Donc voilà. Vous allez avoir des outils qui vont pouvoir vous aider. Pourquoi ? Parce que, déjà parce qu'il y a des gens qui sont passés avant vous. Qu'à l'international, maintenant, il y a énormément de ressources. Sur les réseaux standards, on va avoir plusieurs normes qui vont vous aider, comme par exemple la norme ISO 27000 qui va vous accompagner pour la mise en place de sécurité au sein de votre infrastructure. Je suis désolé, il y a beaucoup de normes ISO, il y a beaucoup de normes, vous en faites pas, vous aurez la présentation après, vous pourrez regarder. Au niveau de l'industrie, vous avez l'ISA 62443 qui est un standard qui vous aide beaucoup. Vous allez avoir énormément de points, c'est des points de contrôle tout simplement, qui vont vous permettre tout au long du cycle de vie, que ce soit par exemple de l'IoT, que ce soit au niveau du cycle de vie de votre réseau industriel, comme le cycle de vie d'implémentation de vos robots. Tout ça, vous allez avoir ce qu'on appelle des guidelines, des conseils qui vont vous être fournis, qui vont vous accompagner. Après, vous avez aussi quelque chose qui n'est pas forcément écrit. Ça va être le bon sens. Beaucoup de gens nous demandent un coup de main.
mettre ça en place alors que tout est fait. C'est très compliqué d'expliquer à la personne que son objet connecté, faut tout dessouder sur les 50 000 exemplaires qu'ils ont déjà fait, changer 3 composants contre des composants qui présentent un niveau de sécurité plus élevé. Donc la sécurité est à penser en amont, dès le cahier des charges. Par exemple, pour un objet connecté, posez-vous la question, quelles sont les informations traitées par mon objet? Autre chose, qu'est-ce que les gens vont en faire? Nous testons des objets connectés pour des grandes entreprises ou des grandes entreprises qui vont acheter ces objets pour s'en servir. Par exemple, des balances connectées, des pacemakers, potentiellement des téléphones. En sachant que maintenant des objets connectés, ça va du jouet, en passant par la balance connectée, le sèche-cheveux connecté, le sextoys connecté. Je veux pas savoir, chacun ses goûts, je veux dire. La fourchette connectée pour la lutte contre l'obésité, le pacemaker, et on peut monter encore très loin. Donc voilà, jusqu'aux automates les plus simples que maintenant on peut avoir depuis chez soi. Voilà. Comme nous a dit une personne, si je ne peux pas diriger mon entreprise depuis mes toilettes, c'est que le réseau n'est pas bon. Quand on paye 16 millions par an, moi je veux bien dire oui, les gens font ce qu'ils veulent. Donc vous avez ces points-là. Du coup, je dégraisse, mais je me perds. Donc, au niveau des objets connectés, je me retrouve. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, les données qui sont traitées. Vous avez les équipements, les composants à choisir. Question, d'après vous, dans tous les exemples d'objets connectés que je viens de vous citer, quel est l'objet connecté qu'on a testé qui est le plus sécure? Le sextoys. Presque. Non. Alors par contre, plaisantez pas, le sextoy c'était très sécurisé. Quel est l'objet parmi... Donc en sachant qu'on est d'accord, on parle d'automates milieu radioactif au jouet. Le sèche-cheveux, non, c'est... Non. Non, c'était le jouet. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi le jouet était ultra sécurisé? Alors quand je vous dis ultra sécurisé, c'est données entre la télécommande et le jouet chiffrées, clé de chiffrement sur des composants électroniques séparés du reste, du hachage avec une clé secondaire sur un second composant, et toute l'électronique, non c'est pas noyé, c'est coulé dans de la résine noire, avec un composant photovoltaïque qui, s'il détecte de la lumière, érase la clé de hachage. Comment ? Non, c'était pas pour un risque physique. Comme je vous ai dit, c'est l'argent. Le problème, c'est que c'est un grand constructeur de jouets. S'il le sort le 3 décembre, le 12 décembre, sur le marché français, il a Made in China, la copie qui arrive, exactement le même, qui fait exactement la même chose, mais avec un prix qui coûte le tiers. Donc, ils ont mis en place un ensemble de sécurité pour que l'analyse soit beaucoup trop longue par rapport à l'argent qu'on peut avoir, parce que du coup on profite du plan de com du produit original, on profite de la hype, puisque généralement ces jouets vont sortir à des moments clés comme avant Noël, et donc du coup c'est purement économique. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était surtout l'argent à chaque fois qui menait la danse, mais c'est un risque. Et donc c'est ce travail sur le risque que les gens doivent faire. Qu'est-ce qu'un risque ? Un risque, ça va être un asset, donc quelque chose, ça peut être l'objet, ça peut être une donnée, qui est menacée par une menace, je suis désolé, voilà. Et cette menace va exploiter une vulnérabilité. Ça, c'est un risque. Si vous avez en amont de votre projet ce trio, vous avez déjà votre risque, vous savez évaluer est-ce que ce risque est critique pour votre produit, pour votre projet, pour votre entreprise, et à ce moment-là, mettre les moyens de sécurité en place.
Un exemple de très mauvais objet connecté. Très bon produit, mais très mauvais objet connecté. Alors le téléphone pourrait être quelque chose, mais beaucoup plus drôle. Qui a une clim à la maison? Ça se voit qu'on n'est pas dans le sud. Donc imaginez que monsieur a une clim à la maison, vous l'installez chez vous. Ça va bien, vous le connectez sur votre téléphone, vous mettez, allez, à partir de 24 degrés, il me fait perdre 2 degrés. Monsieur, qu'on a vu tout à l'heure, qui vit au 3e étage de votre immeuble, vous êtes au rez-de-chaussée. Monsieur se dit, oh, la clim est pas mal, je vais l'acheter aussi. Il l'achète, il la met, mais il vient d'Occitanie, donc la chaleur, il connaît, pas de souci. Bon, bah dans ces cas-là, lui, il va mettre la clim à partir de 28. Arrivent les chaleurs, et là, il fait 26. Et votre clim ne réagit pas. Par contre, quand il arrive 28 degrés, là, il vous fait perdre 2 degrés. Bah oui, mais c'est pas ce que vous avez décidé. Donc vous re-réglez. Mais monsieur, à 26, il fait bon, pourquoi est-ce que ça descend à 24? Et là, vous jouez au ping-pong, tous les deux, sans le savoir. Quel est le problème? Eh bien, tout simplement que quand vous installez votre clim, eh ben, c'est exactement le même signal, la même clé d'authentification Bluetooth pour tous les équipements. Moralité, si vous avez un immeuble installé, là c'était par exemple pour un hôtel, vous avez un hôtel avec 40 chambres, avec 40 climatisations, et ben, quand le client du rez-de-chaussée décide de changer la température de sa chambre, bah, tout le monde en profite. Ça a été drôle à peu près 3 jours, mais bon. Ils n'ont pas apprécié qu'on joue avec. C'est la même chose pour les toilettes japonaises. Il y a un modèle, je ne sais pas si vous avez lu ça il y a 2 ans, mais en gros, dans un hôtel, quelqu'un avait réussi à trouver la clé sur Bluetooth et il s'était amusé à allumer la toilette de sa chambre à distance, mais il a allumé les toilettes de tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les toilettes japonaises, je vous invite à aller voir sur Internet. Quand vous y allez juste pour faire pipi, ça chatouille. Voici. Désolé. En plus, c'est filmé, ça va être horrible. On censurera. Hein. Voilà. Donc, pour revenir à ça, donc, je vous invite fortement à vous intéresser pour ceux qui font de la conception ou ceux qui sont clients. Parce que n'oubliez pas que le client, c'est à lui aussi de décider ce qu'il achète. Si j'achète un robot, je peux tout à fait, à 250 000 € le bras robotisé, à lui demander si, 1, il a fait un test de sécurité, 2, quels sont les standards de sécurité suivis, ou tout simplement s'il sait comment s'écrit le mot sécurité. Pour certains objets connectés, je vous assure que ça fait un peu peur. L'intrusion physique, c'est ce qu'on appelle des missions Red Team. Le but des gens, c'est tout simplement de rentrer et de voler quelque chose. Donc en début de mission, on fait ce qu'on... Donc, bien évidemment, c'est toujours le client qui mandate. Hein. C'est jamais une autre société qui demande... Ça s'appelle de l'espionnage industriel, c'est pas légal. Mais il y en a des fois qui demandent quand même si on peut le faire. Donc l'intrusion physique, c'est quelque chose d'assez sympa quand on fait de la sécurité, c'est-à-dire qu'on va auditer quelque chose, mais en se mettant 100% dans le rôle du méchant. Et tous les coups sont permis. Donc vous allez pouvoir mentir, manipuler, donner des faux CV, faire des fausses présentations de faux produits qui font rêver, rentrer la nuit, le jour, peu importe, les moyens sont bons et l'expérience est belle. Et généralement les résultats sont toujours là. Pour vous donner une idée, on a fait une mission Red Team dernièrement dans un hôpital où je suis ressorti avec l'intégralité des dossiers patients, les CDI, CDD du personnel médical, accès au stock d'épinéphrine et autres drogues sympathiques dans le frigo de la pharmacie. On a eu accès au data center, donc, sur lequel on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre de fun? Enfin, voilà. Ça marche, comme je vous ai dit, à tous les coups. Pour vous donner une idée, on était tellement à l'aise là-dedans qu'on est carrément rentré dans le bureau de l'IT et on a squatté pendant 2 jours chez eux, sans que personne ne nous demande rien. Oui, ça peut paraître bizarre, mais il suffit de... Comment ? Personne qui bosse. Ah mais si, tout le monde travaille.
Donc quand tout le monde travaille, 2 personnes qui travaillent de plus ou de moins, ça ne change rien. Et comme il y a beaucoup d'externes maintenant dans toutes les sociétés, si vous êtes poli, que vous dites bonjour, je veux dire, il suffit d'avoir un stylo, un PC avec un fond d'écran du nom de la société et puis de faire ah, attends, oui, non, bouge pas, d'accord? Ouais, j'arrive. Merci, monsieur. Et de rentrer. Là, moi, ce que j'avais fait pour rentrer, c'est que vous aviez 2 ascenseurs sur le palier. Vous prenez l'ascenseur le plus éloigné, toujours le plus éloigné pour avoir accélérer, augmenter le mouvement. Vous vous mettez comme ça dans l'ascenseur en bloquant la porte. Téléphone là, vous faites semblant de téléphoner. Ou sinon, pour être sûr que vous avez de la voix, vous appelez l'horloge parlante. Ça existe encore en Belgique. Donc vous vous mettez comme ça, vous attendez. Dès que vous voyez la porte s'ouvrir, vous allongez le mouvement. Ah, merci. La personne voit l'ascenseur. En même temps, vous retenez la porte avec le pied, vous gardez ouvert la porte d'ascenseur. La personne va vous dire merci, il ne va pas vous demander qui vous êtes. Parce que vous retenez l'ascenseur, c'est sympa. Donc voilà, donc ça par exemple c'est l'intrusion physique. L'intrusion physique ça marche très bien dans les usines parce que vous avez de fortes chances qu'en plus avec un casque et une tenue, personne ne vous demande qui vous êtes, voire personne ne vous reconnaît. Le seul truc où il faut faire très attention c'est les limitations. Par exemple en sidérurgie j'évite d'aller dans les lignes de coulée continue. L'acier à 1000 degrés ça ne m'intéresse pas trop de marcher dedans. Mais voilà, généralement c'est plus le danger personnel où on se limite. Chose qui est intéressante, surtout, c'est ça. Parce que, bon, non, généralement, les gens ont quand même des secrets à cacher. Que ce soit sur les technos, que ce soit sur les documents. Il m'en veut ce truc. Je suis désolé, j'ai le doigt qui rip à chaque fois sur le bouton du bas. Est-ce que pour vous, ça vous semble normal que l'intrusion physique fonctionne? Oui. Oui, on le fait aussi. Voilà. Alors, c'est très méchant, mais les gens sont gentils. Donc, généralement, la gentillesse, ça passe toujours. Bon, C'est capricieux, mon truc. Hein. Ouais. Non, j'ai surtout des gros doigts, je pense. Donc voilà, donc l'intrusion physique, le problème c'est que vous avez beau avoir tous les standards que vous voulez, l'intrusion physique ne va jamais être décrite. Donc ça va être un des problèmes que vous avez. Vous avez... merci. Ouais, non, je vais le mettre comme ça ce sera mieux. Donc vous avez après donc, tout ce qui est audit d'architecture. Les audits d'architecture, normalement vous avez des bonnes pratiques qui sont éditées, que personne ne suit. Vous avez des implantations types de segmentation. Il y a énormément d'industries chez qui l'assistante de direction a accès aux robots. Alors, ça s'appelle plus un trou de sécurité, mais un abysse. Généralement, c'est extrêmement problématique déjà parce que des fois les gens font des erreurs sans le faire exprès. Donc là, ça vous donne beaucoup de problématiques. Vous exportez les problèmes du réseau historique vers les réseaux industriels. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que d'un coup c'est problématique? Tout simplement parce qu'avant, cette connexion-là, ça n'existait pas. C'est avec les nouvelles technologies, on veut avoir tout sur tablette, on veut avoir les alertes sur son smartphone. Oui, mais du coup ça veut dire que soit on achète une nouvelle infrastructure là, soit on se connecte ici. Pour des raisons d'économie, on va tout faire ici. Deuxième cas qui est très très problématique, ça, ce n'est pas géré par eux. Au mieux, c'est géré par les ingénieurs qui sont responsables de production. Et les ingénieurs de production, mettre à jour Windows, ils s'en moquent. Ils n'ont rien à faire. Le problème, c'est que des vulnérabilités majeures sur Microsoft, vous en avez, je sais pas, 2 par mois. Donc quand ça, c'est pas mis à jour depuis 6 ans, voire quand ça, c'est encore sous Windows 2003 Server, donc qui n'est plus supporté depuis 2009, 8, voilà.
Quand on fait ce qu'on appelle un test d'intrusion, ça va très rapide. Non, si j'oublie des syllabes. Donc c'est très rapidement pris en main. Donc une fois qu'on a la main là-dessus, on peut rebondir sur tout ça. Et là, il n'y a pas besoin d'être un hacker professionnel. Là, il y a une application. Généralement, le login password de l'application se lance automatiquement parce que c'est embêtant de retenir le login et le password. Quand le login et password ne sont pas login et password, voire quand le login et password ne sont pas carrément login et password et marqués sur un post-it sur l'écran. Non, plaisantez pas, on l'a vu il y a 2 mois. Et en plus, on a été mauvais parce qu'on a mis 2 heures avant de comprendre que login et password, il n'y avait aucune subtilité. Sur le post-it, c'est marqué login password, on s'est demandé, mais il y a un truc. Et non, on a essayé login et password, et non, c'était ça. Bon, soit. Donc voilà, donc ça c'est la problématique que vous rencontrez sur les réseaux industriels. Donc, sur les objets connectés également, puisque les objets connectés, maintenant, on les met ici. Vous avez une solution qui s'appelle le cloisonnement. Donc généralement, ça se fait avec ce qu'on appelle une diode réseau. Pour ceux qui font de l'électronique, c'est une diode. Voilà, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que ça vous bloque votre câble RJ45, le flux ne peut passer que dans un sens. Donc ça, c'est le concept. Mais pour des raisons de sécurité, praticité et illogisme, là, l'audit qu'on a fait la semaine dernière, la personne avait besoin d'avoir une remontée d'informations. Donc au lieu de rajouter un serveur ici, il a mis un câble d'ici à là. Une diode réseau, maintenant, ça coûte environ 12 000 €. Ça ne sert à rien d'en mettre une dizaine si vous mettez un câble de là à là. Donc je suis désolé, c'est pour ça que je suis en retard, j'avais une remise. On vient de leur expliquer, et la personne m'a dit oui, mais j'en ai besoin. Donc devant autant d'argumentaires, je n'ai pu que reconnaître ma faiblesse. Voilà. Vous avez les audits techniques qui, alors ça, sont très techniques. Donc je ne vais pas trop m'appesantir dessus. Vous avez des tests qui peuvent être très sympas, qui sont ici. Tout ça. Le seul problème, c'est qu'il faut que vous soyez d'accord pour perdre votre infrastructure. Donc généralement, on ne les fait pas parce que les gens ne sont pas d'accord. Sauf dans les milieux universitaires, où là les gens sont beaucoup plus joueurs, mais d'un autre côté il y a moins de problématiques derrière. Ou quand vous avez des réseaux de tests. Des tests sympas, des attaques sympas qu'on peut faire sur les objets connectés en ce moment. Qui a déjà utilisé un objet connecté qui utilise du chiffrement? Vos montres connectées par exemple utilisent du chiffrement. Vous avez des senseurs qui utilisent du chiffrement. Alors, pas pour protéger la donnée, mais pour éviter qu'on puisse modifier la donnée. Je m'explique. Vous gérez une centrale nucléaire qui est censée arrêter le réacteur si un senseur passe à 25 degrés, au hasard. Si je dis au senseur qu'il est à 18 degrés tout le temps alors qu'il y a une surchauffe, on ne va pas trouver ça très drôle. Donc c'est pour protéger l'intégrité. Ça ne va pas être pour protéger la donnée, la confidentialité de la donnée, mais son intégrité. Par exemple, donc ces clés de chiffrement, dans certains objets connectés, il y a la démo sur Internet, sur notre site, normalement, vous pouvez aller le voir, on peut déduire la méthode de chiffrement et la clé de chiffrement avec un oscilloscope en analysant la consommation électrique de l'IoT. Électroniquement parlant, c'est super intéressant. Si vous aimez ça, je vous conseille fortement d'aller voir. Qui a déjà utilisé de l'HDMI? Ouais, c'en est. Par exemple, les câbles HDMI, on peut, comme dans les années 90 avec les écrans THT, donc, à l'époque, pour les plus jeunes, c'est l'époque où on avait un écran comme ça, sur ça de profondeur. Donc ces écrans-là, on pouvait à distance, avec une antenne, pouvoir répliquer l'image en chopant les émissions électromagnétiques des plaques de déflexion. Maintenant, avec les câbles HDMI,
on arrive à 80% à restaurer l'image à une bonne distance avec une antenne directionnelle en analysant le flux qui vient, qui est le flux électromagnétique qui est émis par le câble HDMI. Donc ça c'est sympathique aussi. Ça, c'est le type d'attaque que vous pouvez tester. Encore une fois, il faut en avoir l'utilité, c'est comme tout. Est-ce que le risque vous concerne ou pas? Il y a peu de chance. Là, c'est plus vraiment des proof of concept pour dire, vous voyez, on peut le faire. Qui a un iPhone? C'est beau. Bon, alors déjà, petit point de sécurité, je vous invite à aller dans Safari et de désactiver l'enregistrement automatique de vos cartes bleues qui normalement est mis sur oui systématiquement après toute mise à jour. Autrement, vous avez également une vulnérabilité qui était valable encore il y a 2 ans, qui était assez sympa avec Siri. Quand vous écoutiez de la musique et que vous aviez Siri sur votre téléphone, on pouvait vous forcer à aller sur des sites malveillants sur lesquels vous téléchargez des chevaux de Troie, de la pub. Voilà. C'est pour ça qu'à Paris, il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés abonnés à un site porno roumain, qui était une blague faite par des hackers. Ils avaient mis une fausse statue aux Halles, à Châtelet-les-Halles. Cette statue avait une batterie à l'intérieur, une batterie de voiture, et émettait tout le temps un signal électromagnétique. Quand vous passez avec vos écouteurs dans l'oreille, vos écouteurs faisaient antenne et traduisaient le signal électromagnétique en son. Donc pour vous inaudible, vu que c'était juste un signal électromagnétique et que c'était seulement reçu par le micro. Donc vous aviez quelques petits grésillements quand vous passiez à côté de la statue. Par contre, vous, votre téléphone, il comprenait qu'il fallait donner un ordre à Siri. Donc c'était Siri va sur www.com. Non, je vais éviter de me dire trop de bêtises avec le... Et du coup, vous alliez sur ce site, vous téléchargiez le malware qui était fait exprès pour iOS et pour lequel généralement 80% des iOS étaient vulnérables à ce moment-là. Bon, je vous rassure, c'était pas méchant non plus. Mais par contre, il y a une prise de conscience de certains utilisateurs Mac par rapport à ça. Il me reste. Juste Stéphane, dans le même lot, il y a un téléphone ici, il y a quelqu'un qui il a un OnePlus 6. Hein. Il est ouvert, je viens d'ouvrir. Là, le Bluetooth. Voilà. Donc si les personnes ont le Bluetooth... Si quelqu'un a un OnePlus 6 là, juste pour dire que le Bluetooth vient de s'ouvrir. Je suis en train de vérifier la trace. Il y a quelqu'un qui a laissé son téléphone ouvert. Je ne sais pas qui c'est, mais il est dans la salle, c'est sûr. Je vous donnerai le nom de la personne. Et donc j'avais fini. Donc j'étais bien. Donc juste pour dire, donc moi je suis pas du côté des gentils, on est payé par les sociétés pour les attaquer, donc pour les hacker, et on les accompagne également sur toutes ces solutions. Bon, ça c'est le truc marketing, mais on s'en moque un peu, c'est pas le sujet. Le plus important, si vous avez quelque chose à retenir, c'est la sécurité. Vous devez en tenir compte. Ah pardon. Vous devez en tenir compte dès le début. C'est pas quelque chose que vous devez prendre en compte une fois le produit fini, une fois le projet fini. Parce que là, tout ce que ça va vous faire, c'est ça va vous ennuyer. L'utilisateur final va trouver que la sécurité, ça coûte cher et c'est nul parce qu'il prend du retard sur une mise en production. Vous allez avoir une mauvaise image des consultants qui vont venir et vous donner des leçons du genre « mais non, c'est pas comme ça qu'on fait ». Et je vous assure, autant ça vous embête quand un consultant sécurité vous dit ça fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas, que nous, ça nous embête vraiment d'arriver sur un produit fini et de se dire ben comment est-ce que on va lui annoncer ça, et c'est compliqué, vraiment compliqué, surtout quand ça touche des choses un peu dangereuses comme la sécurité physique des personnes, comme on va dire l'écologie, ou d'autres sujets. Pour vous, quelles sont les menaces qui peuvent attaquer, enfin l'origine des menaces dont on a parlé? Donc vous allez avoir les groupes de cybercriminels, donc par exemple tout ce qui est ransomware, donc payez et on vous rendra l'accès à vos machines. Vous allez, donc toujours pareil économique, vous pouvez avoir de l'espionnage industriel. Vous pouvez avoir du vol d'intelligence économique. Donc là, c'est pas, d'un point de vue légal, c'est pas de l'espionnage industriel. Vous pouvez avoir par exemple quelqu'un qui va faire sur un site ou sur des objets connectés, va faire énormément de requêtes.
toutes les données qu'il va pouvoir avoir, lui va pouvoir, via un robot qui va traiter du big data, va pouvoir en déduire soit une intelligence économique, soit une stratégie économique. Donc, je fais la différence. Stratégie économique, ça peut être du positionnement d'objets connectés, par exemple, si vous gérez des automobiles ou autres. Vous pouvez, alors que l'intelligence économique, ça va plus être à tel moment, tel type de population va payer tant pour ce produit. C'est souvent le cas dans le banque ou les assurances. Autre cas aussi que vous pouvez avoir aussi des attaques à but politique. Vous avez Stuxnet avec l'Iran et on a un gros doute sur le pays, mais un autre pays. Un malware qui a été trouvé il y a 1 mois et demi avait une cible qui est assez dégoûtante. C'est-à-dire que ce sont des objets connectés, ce sont entre le robot et l'automate, qui forent des puits d'eau pour trouver de l'eau potable. Si vous étiez dans les Vosges, la foreuse va se mettre ici, va dire il y a de l'eau. Elle va faire un trou, vous allez enlever les carottes petit à petit, et vous allez avoir un puits qui va être fait, et vous pouvez sortir de l'eau. C'est plutôt sympa. Il y avait un malware embarqué qui a été mis via intrusion physique injectée dans le code, a priori. Si vous faisiez la même chose en Égypte, vous trouviez de l'eau. Si vous le faisiez aux États-Unis, vous trouviez de l'eau. Si vous le faisiez en Iran, en Afghanistan, en Pakistan ou en Syrie, le décalage se faisait de 2 km. Donc vous pouvez creuser autant que vous voulez, vous trouverez peut-être du pétrole, mais vous ne trouverez pas d'eau à cet endroit-là. Et donc les données sont reçues, donc les données sont reçues par satellite et autres pour trouver justement les puits d'eau. Et donc là, il y avait un décalage. Donc là, ce type d'attaque, il faut aussi l'avoir. Bon, après, si vous faites un objet connecté pour les enfants, peu de chances que vous ayez des attaques à but politique. Mais pour les grandes entreprises, vous avez aussi ces menaces-là qui avant n'existaient pas.